Merci, professeur Bernard Cerchiglini. On vous le dit souvent, ça, Bernard. Hein, souvent, parce que cette émission cartonne depuis tellement longtemps sur TV5 Monde. L'amour des mots, l'amour de la langue française. Vous avez été le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, mais vous êtes surtout ce linguiste passionné. Puis surtout qui vient de signer, alors pour le coup, un coup de gueule, on va dire, hein, dans le journal Le Monde, contre l'écriture inclusive. Vous dites, non, mais c'est un recul, c'est pas possible. Pourquoi vous dites ça, Bernard Cerchiglini ? Je me suis énervé. Voilà. Patrick Simonin, soyons clairs, je suis progressiste en matière de langue comme en matière de société et favorable à une égalité complète des femmes et des hommes et à leur expression dans les phrases. Je suis favorable à la féminisation des noms de métiers, j'ai lutté pour. Mais l'écriture inclusive n'est pas une bonne solution pour exprimer cette égalité des femmes et des hommes. Et pourquoi c'est pas une bonne solution ? Parce que beaucoup le prônent, disent, voilà, ce serait une avancée formidable. En gros, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons tout déjà dans la langue pour énoncer cette égalité. Les femmes et les hommes, les étudiantes et les étudiants, ainsi de suite. Et d'autre part, cette typographie, cette écriture, est une torsion de la langue. Une torsion qui a des inconvénients graves. Quels inconvénients, précisément, Bernard Cerchiglini ? Parce qu'au fond, vous dites quoi ? Ça va être la langue parlée, la langue écrite, ce ne sera plus la même chose. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que nous appartenons, nous, depuis la Renaissance, à un mouvement de pensée qui veut que les textes soient lisibles par le plus grand nombre, que l'orthographe soit le plus simple possible, qu'elle soit transparente, que l'on puisse, à partir de l'oral, calculer l'écrit. Or, avec l'écriture inclusive, nous avons un éloignement terrible entre l'oral et l'écrit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment oraliser certaines constructions. L'autre jour, j'ai vu agriculteur, point, ris, s. Comment cela se lit-il ? Agriculteur, cris, ou bien agriculteur et agricultrice. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'écrire tout simplement ? C'est-à-dire qu'on a, avec de louables intentions, la volonté d'afficher... Oui, parce que là, vous dites que les intentions sont louables. Elles sont louables. Vous comprenez ceux qui prônent ça. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout opposé, je ne suis pas misogyne. Je dis c'est une très mauvaise solution qui va compliquer la langue, compliquer l'écriture, rendre l'écart plus grand encore entre l'oral et l'écrit, tout ce contre quoi nous luttons depuis toujours. Oui, mais parce que finalement, vos détracteurs vont vous dire mais la langue est misogyne, donc il faut la changer. Il faut trouver des outils qui permettent d'enlever ce caractère misogyne. La langue n'est pas misogyne. Certains de ces emplois le sont. Cette langue, elle a été utilisée par des millions de personnes, de toutes obédiences, au cours des siècles. Certains de ces emplois sont misogynes. En effet, certains des emplois sont critiquables. La langue est un outil social. Des choses se sont déposées. Par exemple, il y a des choses que vous regrettez dans cette langue, que vous trouvez misogynes ? Oui, ou raciste. Il est évident que je n'utilise plus du tout, je l'ai déjà rarement utilisé, mais le mot nègre, travailler comme un nègre dans l'écriture, on doit se déprendre de cela. Mais ça, c'est du lexique, on peut le nettoyer aisément. C'est des mots qu'on pourrait donc supprimer, décider de supprimer. Oui, ce que j'appelle l'hygiène de la langue. Chacun a sa propre hygiène de la langue. Il y a des mots qui me déplaisent que je n'emploie pas, comme les anglicismes par exemple, ainsi de suite. En revanche, la question du genre, c'est du fonctionnement, c'est de la grammaire. On ne peut pas toucher au genre. Un exemple, Patrick Simonin. Le masculin, comme catégorie grammaticale, a deux emplois en français bien connus, que tous les francophones pratiquent. Un emploi lié au genre, quand je dis « les Hollandais se rasent tous les matins », ce sont les hommes, bien sûr. Et un emploi neutralisé. Le masculin se dit de tout au pluriel. Quand je dis « les Hollandais surveillent leur digue », ce sont les hommes et les femmes. Il y a donc un emploi général, inclusif du masculin au pluriel, qui existe dans la langue depuis toujours. On doit le respecter. C'est comme cela. Parce que ça existe depuis toujours. Mais au fond, pourquoi on ne dirait pas les Hollandaises surveillent les digues ? On dirait que ça inclut les hommes et les femmes. Vous venez de le décider, mais il faut que tout le monde vous suive, cher Patrick. Or, quand vous dites « les Hollandaises surveillent leur digue », c'est forcément les femmes dans la langue telle qu'elle est. Mais ça veut dire qu'on l'a toujours dit d'ailleurs, le masculin l'emporte. C'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Oui, on ne l'apprend plus. Cette formule est
détestable. Elle a été éliminée des écoles depuis longtemps. Il faut dire que dans ces cas-là, on utilise un emploi neutralisé du masculin. Mais cet emploi, on l'a dans bien d'autres domaines. Je viens de publier un petit livre qui raconte l'histoire du participe passé, accordé notamment avec avoir. On dit qu'il ne s'accorde pas quand l'objet est derrière le verbe. J'ai écrit des lettres. En revanche, il s'accorde quand l'objet est devant, les lettres que j'ai écrites. D'accord. Dans les lettres que j'ai écrites, on entend le féminin, qui est celui du mot lettre. Il y a accord. Dans j'ai écrit des lettres, on dit il n'y a pas d'accord. Mais ça veut dire que c'est le masculin qu'on utilise. Dans j'ai écrit des lettres, le participe est au masculin. Un masculin neutre. Personne ne lutte. J'ai pourtant lu tout ce qu'on pouvait lire sur l'accord du participe passé. Aucune féministe ne lutte contre l'accord du participe passé. Mais est-ce que vous avez le sentiment, au fond, que la langue reflète peut-être cette domination patriarcale des siècles durant et que finalement, elle s'en est imprégnée aussi d'une certaine façon? Certains le pensent. Je n'oublie pas qu'il s'agit d'une catégorie grammaticale et que le masculin s'utilise aussi pour des objets. On parle de l'accord. Vous savez, on dit 1 million de femmes et un homme, et on met le pluriel au masculin. Vous vous rappelez, mais on peut dire aussi 1 million de manuels et une grammaire, ou plutôt 1 million de grammaires et un manuel, et on mettra le masculin aussi, ce sont des objets. Donc le masculin n'est pas forcément lié au sexe, et que le masculin soit utilisé en cas de mixité des genres ne traduit pas forcément la domination du mâle. Oui, mais alors, au fond, vous dites aussi, Bernard Cerchiglini, si on va dans cette direction de l'écriture inclusive, c'est une menace de mort pour la langue française. C'est-à-dire, au fond, vous dites, ça va exclure toute une partie de la population et une exclusion sociale. C'est ce que vous affirmez, hein? Oui, je ne dis pas que la langue va mourir, dans la mesure où cette écriture inclusive ne va pas tenir. Bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les promotrices et les promoteurs de cette écriture sont des gens progressistes. Je veux bien le croire. Or, quand on est progressiste, on veut que tous les enfants apprennent à lire, à écrire et utilisent la lecture pour être libre. On le sait à TV5. Or, compliquer l'orthographe, c'est rendre plus difficile l'apprentissage de la langue. C'est donc nier un objectif progressiste supérieur. Il y a une contradiction, on dirait, politique chez celles et ceux qui promeuvent l'écriture inclusive. Il faut une bonne maîtrise de la langue et de l'orthographe. Donc vous dites qu'il faut un faux combat. Oui, c'est pas un bon moyen en tous les cas. Ce n'est pas un bon moyen, c'est un mauvais combat, c'est une idée mauvaise avec de bonnes intentions. Donc il fallait qu'un linguiste, progressiste par ailleurs, finisse par le dire. Je l'ai dit. Oui, vous le dites avec presque de la colère. Vous êtes vraiment, on vous voit pas, on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, Bernard Cerchiglini. C'est vrai, j'ai pris un coup de colère parce que j'ai vu des sottises. J'ai vu des sottises, des expressions extrêmement compliquées, ridicules, et je me suis dit, on va dans le mur. On va dans le mur dans la mesure où les conservateurs vont utiliser cette chose pour bloquer tout le progrès de la langue. Il faut être politique, Patrick Simonet, vous l'êtes. Donc, avec l'écriture inclusive, on donne des gages au conservatisme, au purisme, en ridiculisant le progressisme. Il faut donc bâtir une conception humaniste, libérale, progressiste de la langue, qui se défait de cette complication typographique. Oui, ça vous embêterait beaucoup si vous voyiez réécrire des classiques en langue inclusive. C'est un cauchemar, ça sera un cauchemar pour vous. On va ressortir les livres c'est le pire de mes cauchemars. Victor Hugo en écriture inclusive. Proust en écriture inclusive. C'est quoi? Vous dites c'est du révisionnisme, c'est pas possible. Il n'a pas été écrit comme ça. C'est de la pensée magique. Au fond, c'est de la pensée magique. La pensée magique croit qu'on change le réel avec des petites formules kabbalistiques. Eh bien, c'est ça, je dirais que l'égalité homme-femme que l'on obtient par les luttes sociales, qui se reflètent après dans la langue, eh bien, certaines pensent qu'en mettant une petite formule, des points médians, des parenthèses, on va changer les choses. C'est de la pensée magique. Quand on est vraiment progressiste, intéressé par le progrès des idées et des valeurs, eh bien,
on a l'esprit critique. Oui. Et on ne croit pas à la pensée magique. Oui, oui, alors vous dites dans l'article du Monde, vous racontez par exemple l'histoire du mot ambassadeur, ambassadrice, ce qu'au fond, à un moment donné, apparaît, l'ambassadrice, puis disparaît dans l'histoire de la langue à travers les siècles. À un moment donné, l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur, uniquement, parce qu'il n'y a pas de femme qui occupe ce poste, puis un jour, ça devient vraiment l'ambassadrice. Et à un certain moment, on aurait pu dire, l'ambassadeur est enceinte. Et Bien ça, sûr. vous dites, voilà l'absurdité à un moment donné. Bien sûr, mais ça, c'est de la langue. Oui. C'est de la langue qui fonctionnait très bien et que l'on a tordu pour des raisons sociales. On a décidé que les femmes n'auraient pas d'ambassade et qu'elles ne seraient que les épouses. Il a fallu donc un combat social pour que on donne des ambassades aux femmes et que on utilise le terme ambassadrice pour une femme chargée d'une ambassade. Mais ça, c'est un respect de la langue. On revient au bon fonctionnement de la langue. C'est très différent de la typographie compliquée qu'est l'écriture inclusive. Oui, mais ça voulait dire aussi qu'il y avait des métiers que les femmes exerçaient, qui, pour le coup, avaient des noms féminins, et puis d'autres qui ne leur étaient pas permis et qui, ces métiers-là, n'avaient pas de féminin. En fait, quand on regarde l'histoire des métiers, on valide ce que les historiens ont dit sur le statut de la femme, qui était beaucoup supérieur au Moyen-Âge et à la Renaissance, et qui s'est réduit, rétrogradé, à partir de la fin du XVIIe siècle. Regardez, les puristes, il y a quelques années, trouvaient horrible le mot « écrivaine ». Ces puristes oubliaient que ce mot avait existé au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il avait disparu parce que les écrivaines avaient majoritairement disparu aussi. La langue est un phénomène social. L'écriture inclusive empreinte d'une louable intention est une regrettable erreur. Voilà le titre de l'article que vous signez. Donc, professeur Bernard Cerquiglini, qui est notre invité, je vais vous dire, et c'est facile, merci professeur. Merci Patrick Simonin.